morts. Un premier à 5 heures ce matin, un second à 11 heures, en pleine opération de recherche des services de secours. 2 maisons ont été ensevelies à Af-Ahiti, dans le quartier Tehonou, et déjà 4 corps retrouvés. Le bilan pourrait s'alourdir car 9 personnes, d'après l'état civil, vivaient dans ces habitations. Nous serons en direct depuis Af-Ahiti avec Reihei Nadjarian et Marcel Bono, mobilisés ce soir pour suivre l'évolution de la situation. En plateau avec nous pour en savoir plus sur les moyens déployés pour les recherches, mais aussi sur l'accompagnement psychologique des familles des victimes, le haut-commissaire Alexandre Rochat, mais aussi le président du pays, Moetai Broderson, avec qui nous parlerons des solutions de relogement, mais aussi des règles à respecter pour les constructions en zone dangereuse. Et puis à la fin de cette édition, bousculée par l'actualité de Af-Ahiti, nous irons au tribunal de Papeete où un matricide est jugé jusqu'à vendredi aux assises. Un homme de 54 ans est jugé donc pour avoir étranglé jusqu'à la mort sa mère dont il s'occupait. Merci d'être avec nous. C'est un terrible événement qui s'est produit aujourd'hui à Af-Ahiti dans le quartier Tehonou. 2 maisons ont été ensevelies par 2 éboulements et au moment de ce journal, 4 corps ont été retrouvés par les secours. Un drame pour tout un quartier, toute une commune. Tout le monde est encore sous le choc. Le déblaiement est toujours en cours et les recherches se poursuivent. Mélissa Chang, Reihei Nadjarian, Patrick Sinsing et Marcel Bono. C'est l'image que tout le monde redoutait. Les corps de 4 adultes, 2 femmes et 2 hommes sont sortis des décombres. 5 personnes, dont un enfant, manquent encore à l'appel. Le danger est encore partout. À 11 heures ce matin, pendant que les secours intervenaient sur site, des tonnes de terre se sont détachées de la montagne. Les pompiers sont bousculés, les dragues emportées. Irvig a encore les mains qui tremblent. Il était au volant de sa drague quand cette vague de terre a frappé son engin. Il ne faut pas résister, il faut se laisser emporter. On voit les arbres de là où on est. Si cette partie nous tombe dessus, on est recouvert. Ce scénario catastrophe et l'instabilité du terrain obligent les secours et le poste de commandement à se retrancher sur un terrain à proximité. Là, à l'heure actuelle, on se réorganise et on se recule. On s'était mis au plus près pour pouvoir intervenir vite. On se met en zone sécurisée. On est en train de remonter le poste de commandement, le poste médical avancé, les moyens de gendarmerie. On les remonte jusqu'au Témer, à un endroit où on pourra travailler en étant de façon sécurité. Cet événement fait suite à un grand éboulement survenu à 5 heures ce matin à Af-Ahiti sur la presqu'île de Tahiti. 2 maisons ont été complètement ensevelies. Une 3e est également touchée. Le voisinage est sous le choc depuis l'aube. Ça a commencé hier soir, l'éboulement. Petit à petit, c'est tombé par petites portions. Et puis finalement, ça a duré toute la nuit. Et ce matin, à 5 heures du matin, c'est tombé vraiment la montagne. Elle a dévalé, un gros morceau de montagne est tombé et elle a détruit la maison qui était juste en dessous. Elle a complètement disparu. Alors ce matin, vers 5 heures du matin, on s'est réveillé par un grand bruit. On aurait dit un train qui passait sur les rails. Et lorsqu'on est allé sur place, d'abord on a vu de chez nous, on voyait que la montagne s'est écroulée et puis il y avait un éboulement. Des chiens, des caméras endoscopiques, l'hélicoptère Dauphin et même les militaires du RIMAP ont été déployés. Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête judiciaire pour homicide involontaire. Et à l'heure actuelle, 4 corps ont été retrouvés, ceux de 2 hommes et de 2 femmes. 5 personnes sont encore recherchées. On retrouve tout de suite à Af-Ahiti, devant le quartier Tehonou, nos envoyés spéciaux Reihei Nadjarian et Marcel Bono à la caméra. Bonsoir Reihei. Quelles sont les dernières informations que vous avez pu obtenir? Bonsoir Marouki. Eh bien, regardez juste derrière moi les dernières informations. C'est ce que vous voyez à l'image. Les recherches se poursuivent au moment où on se parle. Elles devaient se terminer à partir de 18 h, mais des projecteurs ont été déployés pour justement maintenir ces recherches malgré l'obscurité. Ici même, à l'endroit où on se trouve, il y a la famille, des amis, des proches qui sont venus en nombre pour obtenir justement des réponses sur les victimes présumées et sur leur identification. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir notre invité, Yoam qui est le cousin d'une des victimes présumées. Yorana, Yoam. Yorana. Alors, raconte-nous un peu comment tu as appris la nouvelle ce matin. Eh bien, ma mère m'a appelé
Elle m'a dit d'aller voir Matati parce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un éboulement sur Afahiti dans le secteur de l'habitation de Montonton. Donc je suis venu sur les lieux et quand j'ai vu au loin, j'ai vu qu'il y a une grande circulation et j'ai vu que vraiment, j'ai constaté les dégâts que c'était vraiment dans le quartier de Montonton. Et au loin, quand j'ai vu de loin, j'ai vu que c'était la maison de Montonton qui a été atteinte avec du voisin qui était juste au-dessus. Voilà. Tout à l'heure, on vous a vu avec les autres familles concernées. Vous étiez vraiment soudés, unis. C'est important d'être soudés dans ce genre de situation. Ah oui, dans ce genre de situation, surtout c'était ma seule famille ici sur le côté de la presqu'île. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment d'abord inquiet, surpris, abattu. Et là maintenant, je suis triste parce que je sais déjà d'avance ce qu'il en est. Toi, lorsque tu avais l'habitude de venir ici, tu as remarqué peut-être des signes qui montrent qu'il aurait pu avoir un éboulement par ici. C'est un endroit dangereux? Non, quand il pleuvait, non, j'ai pas constaté, enfin, j'ai pas fait attention au niveau, parce que au niveau de la montagne concernant s'il y aurait un éboulement, c'était seulement au niveau ici, ce secteur-là, c'était plutôt au niveau de inondation sur la voie routière. Merci beaucoup, Yoham, pour ce petit témoignage et puis faitoito durant cette épreuve. Voilà donc les informations que l'on peut vous donner ici en direct de Afahiti, à savoir que donc 2 dragues se sont rajoutées sur les lieux, signe peut-être que les recherches doivent avancer au plus vite car elles vont justement être maintenues jusqu'à tard la nuit, jusqu'à ce que enfin, les conditions météorologiques le permettent, Marouki. Merci beaucoup, Rehena Djarian. Merci également à Marcel Bonneau suite à cet éboulement à 5 h du matin pour le premier et à 11 h donc pour le second. Des éboulements qui ont englouti 2 maisons. Les secours sont rapidement intervenus. Une quarantaine de pompiers, un hélicoptère Dauphin, une vingtaine de gendarmes et 2 chiens de recherche. Tout le quartier et ses environs ont été évacués, ce qui représente 29 logements et 50 personnes. La commune de Tayarapu-Est a activé son plan communal de sauvegarde. Un centre d'accueil des familles et une cellule d'urgence médico-psychologique sont opérationnels. On va parler de cet accompagnement primordial pour aider donc les familles des victimes, toutes les personnes touchées de près ou de loin par ce drame. C'est avec nos invités, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Alexandre Rochade, bonsoir. Bonsoir. Et le président du pays, Moetai Broderson, bonsoir. Yorana. Alors, avec nos invités, donc, nous parlons d'abord de ces recherches, monsieur le haut-commissaire. Elles se poursuivent ce soir et il y a encore 5 victimes à aller chercher. Mais attention, les conditions sont très particulières. Oui, votre reportage l'a bien montré. On a eu un éboulement ce matin et puis un éboulement à 11 h qui est intervenu alors que notre pompier était à pied d'œuvre. Et donc, je pense qu'on a frôlé un accident supplémentaire. Et donc, c'est important de faire très attention à la manière d'être sur cet éboulement, même si, effectivement, il faut qu'on puisse continuer les recherches. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'est arrêté en fin de matinée, le temps qu'on puisse replier le PC, qu'on puisse faire venir des spécialistes aussi qui nous ont donné des indications sur la fragilité de ce flanc de colline et qu'on puisse valider ensemble un protocole qui nous a permis dès 14 h 30 de continuer les recherches et qui vont nous permettre de le faire pendant cette nuit. Mais votre journaliste l'a bien dit, les conditions météo vont être aussi un élément très important. On peut travailler le jour quand il fait beau, on peut travailler la nuit avec les moyens qu'on a mis en place. Mais s'il pleut, on sera vraiment en zone de danger puisqu'il y aura des risques évidemment d'éboulements supplémentaires. Oui, parce que là, pour l'instant, en tout cas, les services de secours sont exposés quand même au danger. Alors bien sûr, ils sont exposés. On l'a vu à 11 h ce matin. On était d'ailleurs avec le président sur site. Oui, ils sont exposés parce qu'ils sont vraiment au flanc de la colline. Mais c'est leur devoir et ils sont pleinement engagés. Je les salue vraiment très fortement, notamment les sapeurs-pompiers communaux de toutes les communes qui sont venus en renfort et qui sont à pied d'œuvre vraiment pour effectuer les recherches. Et tout le monde sera mobilisé jour et nuit jusqu'à ce qu'on trouve les 5 victimes restantes? Alors, il reste a priori 4 victimes restantes, puisqu'on a fait un dernier décompte grâce à l'identification judiciaire, et donc il y avait 8 disparus. Donc pas 9. Non, pas 9, 8 disparus, donc il devrait rester 4 personnes dans les décomptes. Est-ce qu'il y a un enfant possiblement victime? Possible. Moetai Broderson, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet pour homicide involontaire afin de déterminer les circonstances du drame. Et on l'a vu, l'expertise géologique menée par le laboratoire des travaux publics a confirmé la dangerosité de la zone impactée par les éboulements.
Qu'est-ce qui explique que ces habitations aient été construites à cet endroit-là? C'est une question difficile. C'est une grosse problématique pour le pays. C'est une question difficile à répondre. Ce sont des constructions qui ont 40 ans d'âge, je crois. La réglementation a évolué depuis. Certainement qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas pu être construit dans les mêmes conditions, mais maintenant, on ne peut pas refaire le film. Je voudrais d'abord adresser mes plus profonds sentiments chaleureux aux familles qui sont touchées, et puis mes félicitations, mes encouragements à tous les héritos des pompiers, des services de l'État, du pays, des communes qui sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Il pourrait y avoir des centaines d'habitations dans le même type de situation aussi. On observe déjà, et c'est une remarque que je faisais tantôt, souvent les services du pays, notamment la DCA, est critiquée par rapport au PPR, par rapport aux exigences sur les permis de construire, les permis de terrassement. Eh bien, ce type d'événement vient nous rappeler pourquoi ces règles existent. Ce n'est pas pour embêter les gens, c'est pour protéger notre population et essayer de prévenir ces risques, même si le risque zéro n'existe pas, mais tant qu'on peut faire ce qu'il faut faire, il faut essayer de le faire. Est-ce qu'il faudrait que le pays lance une expertise, une étude plus large sur toute la Polynésie, soit plus ferme peut-être? Le pays est aujourd'hui extrêmement ferme sur ce genre de demandes, sur les constructions, sur les terrassements. On ne peut pas déloger les maisons qui sont déjà dans des zones rouges aussi. C'est difficile pour certaines personnes, c'est le seul terrain qu'ils ont, c'est là qu'ils ont grandi, qu'ils sont nés, que leurs grands-parents sont nés parfois. On propose des solutions de relogement, elles sont parfois acceptées, parfois non. Ce sont des problématiques, dès lors qu'on touche à la terre, vous savez, pour le Polynésien, c'est pas évident. Ils prennent donc des risques à habiter donc dans ces zones rouges également. Des habitants donc sous le choc, 2 maisons ensevelies, vous venez de le voir dans le reportage, 29 logements implantés dans une zone à risque et 50 personnes qui ont été évacuées aux alentours. Ont-elles été relogées? Comment s'organisent-elles pour cette nuit? On fait le point avec Mérénie Gomblin et Sandro Ly. Protégée du soleil, mais pas de l'angoisse. Cette habitante essaie de briguer des informations auprès des gendarmes. Elle vit à quelques mètres de la montagne effondrée. Les autorités lui ont demandé d'évacuer. Ce qui m'énerve, c'est que je dois laisser ma maison, je dois laisser appeler les machins animaliers. C'est qui paye? C'est moi qui paye tout ça. Comme elle, 50 habitants de ce quartier de Af-Ahiti doivent quitter leur foyer, même ceux dont les maisons ne sont pas directement touchées. La zone est devenue trop instable, la peur grandit. Chacun tente de s'organiser dans l'urgence. On ne pourra pas tout embarquer, on n'embarque que les nécessaires. Vu que c'est que pour une semaine, du coup on n'aurait besoin que de quelques linges, quoi. J'habite actuellement là, juste à côté le sinistre, à 50 mètres. Là actuellement, ma famille sont partis chez la belle cousine, chez la famille. J'ai vu que la maison de mon tonton a été atteinte. Alors je suis carrément comment on dit, choqué. C'est ici, au parc Te Aputa, que le centre d'accueil principal a été mis en place. Un point de ralliement pour recenser les familles évacuées. Elles peuvent parler aux psychologues, être relogées temporairement par l'OPH et accompagnées par les services sociaux. Là, je suis en train de courir de gauche à droite, accompagner peut-être là, oui. Donc, on ne peut rien dire. Et je suis suivie par l'assistante sociale de Rakael et je la remercie beaucoup. L'idée, c'est de tout de suite apporter un soutien psychologique immédiat pour pouvoir apaiser, pour pouvoir aider à la gestion des émotions, pouvoir traverser la crise. Il s'agit tout simplement de recenser les familles, de recenser la composition familiale, éventuellement les besoins, les difficultés ou les besoins de première nécessité. C'est un drame exceptionnel qui a touché Af-Ahiti. En plus du centre d'accueil de Te Aputa, la cellule d'information du public est joignable au 444 210. Et on vient donc de le voir, un centre d'accueil des familles a été ouvert donc, au parc Te Aputa de Travon, ainsi qu'une cellule d'urgence médico-psychologique. Moetei Broderson, est-ce que des informations vous sont parvenues sur les personnes prises en charge et les moyens développés? Nous avons évidemment procédé rapidement à un recensement des logements dans lesquels on pouvait déplacer donc, les personnes qui sont dans l'obligation de partir. On a identifié 23 logements donc, dans le parc OPH du côté de Tautira et aussi du côté de Af-Ahiti sur ce nouveau lotissement de la dorsale qui vient d'être inauguré. Pour l'instant, nous n'avons pas 23 demandes de relogement puisque, comme on l'a entendu dans le reportage, certains préfèrent aller dans la famille, mais en tout cas, ces logements sont identifiés.
Monsieur le haut-commissaire, c'est 29 logements, donc c'est 50 personnes qui ont été évacuées. Quand est-ce qu'elles seront autorisées à rentrer chez elles? Alors, il y a un certain nombre de personnes qu'on a autorisées ce soir à revenir, ceux qui ne sont pas dans les zones de danger immédiat, mais comme l'a dit le président, voilà, les gens préfèrent pour l'instant plutôt être dans leur famille, à l'abri et en sécurité. Et puis ensuite, le chantier, comme je l'ai dit, va être très long. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va y avoir des expertises qui vont être nécessaires pour savoir si ce flanc de montagne reste stable ou pourrait être amené à bouger encore. Et donc, ces expertises, on va les faire évidemment avec le pays. Elles seront organisées et ensuite, en fonction de ces résultats, on saura quand les gens peuvent revenir dans leur maison, si elles sont hors de danger ou si elles restent dans des zones de danger. Merci beaucoup à tous les deux, Monsieur le Haut-Commissaire Alexandre Rochat et Monsieur le Président du pays, Moitai Broderson. Je rappelle donc que les recherches sont toujours en cours. 4 corps ont été retrouvés. Les recherches vont se poursuivre durant toute cette nuit, s'il le faut. Et 23 logements OPH sont à disposition des familles pour un éventuel relogement. Merci beaucoup. Moitai. Je voulais juste rajouter qu'à partir de ce soir et jusqu'à la fin des opérations de recherche, d'un commun accord, nous avons décidé de mettre les drapeaux en berne sur tous les bâtiments publics. Demain matin, une minute de silence sera observée en ouverture de la séance à l'Assemblée. Et puis dans les jours qui arrivent, nous organiserons certainement une messe œcuménique en mémoire des victimes. Monsieur le commissaire, peut-être une dernière information importante? Non, pas d'information, mais dire aussi évidemment tout le soutien qui est le mien et celui de tous les agents des services de l'État qui sont concernés et engagés sur ce sujet. On est évidemment de tout cœur avec toutes les familles qui sont peinées ce soir. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle qu'historiquement, la Polynésie a connu plusieurs éboulements mortels en 87 à Huahine et en 98 notamment à Taha. Autre actualité du jour, aux assises se tient le procès d'un homme accusé d'avoir étranglé sa mère en 2022. Visiblement bouleversé, il peine toujours à expliquer son geste. Une vie consacrée à sa maman et une dépression apparaîtront-elles comme des circonstances atténuantes aux yeux des jurés? Compte rendu d'audience avec Lucille Guichet et Jérôme Lee. Que s'est-il passé ce matin d'octobre 2022 dans la maison familiale de Afahiti? Christian, 54 ans, ancien agent de l'OPH, célibataire et passionné de karaoké, aurait étranglé sa mère dont il s'occupait depuis des années. Les témoins décrivent tantôt une femme exigeante, tantôt une relation fusionnelle. Aujourd'hui, la famille attend des réponses. À l'évocation des faits, donc, ils sont totalement terrifiés, puisqu'elle a, elle s'est battue pour ne pas mourir. Donc, vient indiquer que tout simplement au début, il a essayé de l'étouffer avec un coussin et n'y parvenant pas parce qu'elle s'est débattue, elle a voulu quitter la pièce qui était fermée, il en a empêché, il l'a jetée sur le lit et puis il l'a étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive. L'accusé se dit anxieux et dépressif au moment des faits. Il traversait une période d'instabilité professionnelle et assure avoir été inquiet de ne pas pouvoir proposer de logement fixe à sa mère. Lors du rappel des faits, il s'effondre en larmes. On est face à quelqu'un qui, encore à ce jour, a du mal à comprendre ce qui a pu le pousser à commettre un tel acte. C'est quelqu'un qui aimait sa mère, qui a voué de nombreuses années de sa vie à sa mère, qui n'a pas eu de vie. Les jurés ont 3 jours pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé ce matin d'octobre 2022. Christian encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis décidément, c'est un journal très triste ce soir. On finit avec cette actualité, cette terrible actualité à l'international qui fait la une de tous les médias du monde. À Hong Kong, le gigantesque incendie d'un complexe résidentiel a fait 44 morts et des centaines de disparus. D'après un premier bilan, les autorités ont classé le sinistre en catégorie 5, la plus haute de l'échelle d'alerte qui conditionne notamment le niveau de mobilisation des secours. L'information principale de ce mercredi 26 novembre, c'est le terrible événement qui s'est produit aujourd'hui à Af-Haiti, dans le quartier Tehonu. 2 maisons ont été ensevelies par 2 éboulements, l'un à 5 heures et l'autre à 11 heures. 4 corps ont été retrouvés par les secours à l'heure où je vous parle. Il s'agit de 2 hommes et de 2 femmes. 4 personnes, et non 5, comme annoncé depuis ce matin, sont encore recherchées. Les secours sont à pied d'œuvre cette nuit encore. Un centre d'accueil des familles a été ouvert au parc Te Aputa de Tarabo, ainsi qu'une cellule d'urgence médico-psychologique.
Et puis le trafic de drogue continue en Polynésie. À lire sur notre site internet les détails de la dernière saisie de l'OFAST. Près d'1 kilo de cocaïne ont été interceptés dans un colis postal. 2 suspects ont été interpellés. Sur vos écrans, après cette édition, soirée documentaire avec Pati Tifa et un 52 minutes à Aotearoa, un nouveau départ. Les parcours de Calédoniens partis s'installer en Nouvelle-Zélande. Après cela, le magazine Latitude Outre-mer. C'est la fin de cette édition d'information. Demain, continuez de suivre l'actualité en matinale radio avec Tawar Ili et Ibrahim Ahmedazi. Passez une très belle soirée. À demain. Soyez vigilants et surtout, prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.